Un jeune médecin noir change le pansement d'une millionnaire dans le coma. Étonnamment, elle se réveille. Êtes-vous sûr que ce jeune homme devrait s'occuper de notre patiente la plus importante? La voix tranchante du docteur Catherine Wellington résonna dans le couloir du 5e étage de l'hôpital Mount Sinai, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende, y compris le jeune médecin qui se dirigeait vers la chambre 312. Le docteur André Santos s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration et ajusta son stéthoscope autour de son cou. À 27 ans, il était déjà habitué à ces provocations voilées, ou pas si voilées que ça. 3 années de résidence dans le plus prestigieux hôpital de New York lui avaient appris que sa compétence serait toujours remise en question avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Docteur Wellington », répondit André avec le calme qu'il avait appris à cultiver, « Victoria Blackwood est sous ma responsabilité depuis 2 semaines. Ses signes vitaux se sont considérablement améliorés depuis que j'ai pris le dossier en charge. » La directrice médicale croisa les bras, ses yeux bleus glacés étudiant le jeune médecin comme s'il s'agissait d'un objet qui n'était pas à sa place. La famille Blackwood a fait don de 4 millions pour la construction de la nouvelle aile pédiatrique. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des expériences. André savait exactement ce qu'elle entendait par expérience. Depuis son arrivée à Mount Sinai, après avoir obtenu une bourse d'études complète dans une université publique, chaque cas qui lui était confié ressemblait à un test, comme s'il devait prouver chaque jour qu'il méritait d'être là. Victoria Blackwood, héritière d'une des plus grandes fortunes immobilières du pays, était dans le coma depuis 4 mois à la suite d'un accident de yacht. 25 ans, blonde, privilégiée et entourée d'une famille qui traitait les médecins comme des domestiques, en particulier ceux qui ne leur ressemblaient pas. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur Wellington », dit André, d'une voix qui restait professionnelle, « ma formation en neurologie à Johns Hopkins et ma spécialisation dans les cas de traumatisme crânien parlent d'elle-même. » La mention de Johns Hopkins, l'une des meilleures écoles de médecine du pays, fit froncer les sourcils de Catherine. C'était toujours la même chose. Une surprise sincère lorsqu'il découvrait ses qualifications, suivie de tentatives subtiles de minimiser ses réalisations. André entra dans la chambre de Victoria, où la douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux coûteux. La jeune héritière était immobile depuis 120 jours, respirant à l'aide d'appareils, entourée de fleurs très chères qui arrivaient chaque jour de la part d'amis de la haute société. Mais il y avait quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué, de subtils signes neurologiques qu'André avait méticuleusement consignés dans des notes personnelles. De petits mouvements oculaires, des changements dans le rythme respiratoire, des micro-réactions aux stimuli. Sa thèse de maîtrise sur les états de conscience modifiés lui avait apporté des connaissances que peu de médecins possédaient. « Bonjour, Victoria », murmura André en commençant à changer le pansement de l'incision chirurgicale. « Je sais que tu es là. Et quand tu seras prête à revenir, je serai là. » Ce qu'André ne pouvait pas savoir, c'est que Victoria était en réalité consciente depuis 3 semaines, prisonnière de son propre corps, écoutant chaque conversation, chaque commentaire préjugé sur le médecin noir qui n'aurait pas dû s'occuper d'elle. Et pour la première fois de sa vie privilégiée, elle apprenait ce que signifiait vraiment d'être jugée pour autre chose que ses choix. Tandis qu'André travaillait avec une précision chirurgicale, vérifiant les réflexes et les signes neurologiques que d'autres médecins ignoraient, Victoria luttait intérieurement pour envoyer le moindre signe qu'elle était éveillée. Mais son corps semblait déconnecté de sa volonté, comme si une barrière invisible l'empêchait de revenir au monde conscient. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un moment d'éveil allait changer à jamais la vie de 2 personnes qui n'auraient jamais imaginé avoir quelque chose en commun, et comment la véritable compétence médicale allait devenir l'arme la plus puissante contre des années de préjugés profondément enracinés. Ce qu'André ne s'attendait pas, c'est que ses soupçons sur le fait que Victoria était plus consciente qu'elle ne le semblait se confirmeraient d'une manière qui changerait leur 2 vies à jamais. Alors qu'il vérifiait les réflexes pupillaires de la jeune héritière, il remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus fort, un mouvement oculaire qui suggérait une activité cérébrale bien supérieure à ce que les autres médecins avaient détecté. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même, notant discrètement ses observations dans un carnet personnel qu'il avait toujours sur lui. Des années d'études en neurologie à Johns Hopkins, grâce à une bourse d'études complète obtenue après avoir cumulé 3 emplois pour payer ses frais de scolarité, lui avait appris à reconnaître des signes que des médecins moins dévoués ignoraient souvent. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement, interrompant son examen. « Que diable pensez-vous faire ?» La voix autoritaire de Margaret Blackwood résonna dans la pièce comme un coup de fouet. La matriarche de la famille, élégante malgré ses 60 ans, entra accompagnée de son fils Richard et du docteur Wellington, tous avec des expressions mêlant indignation et méfiance. André se redressa lentement, gardant les mains bien en vue, une habitude qu'il avait prise après avoir passé des années à côtoyer des gens qui le jugeaient sur la couleur de sa peau avant même de connaître ses qualifications. « Je procède à l'examen neurologique de routine, Madame Blackwood,
répondit-il avec le calme professionnel qu'il avait perfectionné. Victoria a montré des signes prometteurs que j'aimerais examiner de plus près. Richard Blackwood, un homme de 40 ans habitué à obtenir tout ce qu'il voulait grâce à son argent et à son influence, fit un pas en avant. Des signes que les autres médecins, des médecins beaucoup plus expérimentés, n'ont pas détectés, comme c'est pratique. L'ironie était presque comique. André avait publié 2 articles sur les états de conscience altérés dans des revues médicales internationales pendant son internat, ce que peu de médecins parvenaient à faire, même à la fin de leur carrière. Mais là, dans cette chambre d'hôpital, ses qualifications valaient moins que la couleur de sa peau. Avec tout le respect que je vous dois, dit André, la voix respectueuse mais le regard déterminé, qui fit reculer Margaret imperceptiblement. Ma spécialité est précisément les cas comme celui de Victoria. John Hopkins a le meilleur programme de neurologie du pays, et ma thèse sûre. Ça suffit, l'interrompit le docteur Wellington. La famille a le droit de choisir qui s'occupe de sa fille. Et franchement, docteur Santos, vous feriez peut-être mieux de vous concentrer sur des patients plus adaptés à votre niveau d'expérience. L'insulte voilée flottait dans l'air comme une fumée toxique. André savait exactement ce qu'elle entendait par « adapté ». Des patients pauvres, sans assurance premium, des cas dont personne ne voulait. Voilà les opportunités que des gens comme lui méritaient, selon eux. Mais ce qui brisa vraiment le cœur d'André, c'est de réaliser que Victoria avait tout entendu. Ses moniteurs indiquaient une légère variation de son rythme cardiaque, imperceptible pour quelqu'un qui ne savait pas quoi chercher, mais claire comme de l'eau de roche pour quelqu'un avec son expertise. Elle était consciente, prisonnière de son propre corps, écoutant chaque mot de préjugé adressé au médecin qui s'était occupé d'elle avec plus de dévouement que quiconque. « Très bien, » dit finalement André en rangeant son stéthoscope. « Je vais parler au docteur Harrison du transfert du dossier. Mais avant cela, dit-il en se tournant directement vers Margaret, j'aimerais que vous sachiez que Victoria présente des signes neurologiques compatibles avec un retour progressif de la conscience. Des signes que d'autres médecins pourraient ne pas reconnaître immédiatement. » Margaret fronça les sourcils. « Que insinuez-vous ? » »« Je n'insinue rien, Madame Blackwood. Je dis simplement que, selon mon avis médical professionnel, Victoria pourrait être beaucoup plus consciente qu'elle ne le laisse paraître. Et si tel est le cas, elle a entendu toutes les conversations qui ont eu lieu dans cette pièce. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard changea de position, mal à l'aise, tandis que Margaret regardait sa fille avec une expression mêlée d'espoir et de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Est-ce possible ?» demanda Margaret, sa voix perdant un peu de son autorité précédente. André acquiesça gravement. « C'est plus courant qu'on ne le pense. Les patients dans le coma prolongé reprennent parfois conscience progressivement, entendant et traitant des informations bien avant de pouvoir répondre physiquement. C'est pourquoi je recommande toujours aux familles de parler aux patients comme s'ils étaient éveillés. » Il ne mentionna pas qu'il avait passé 2 semaines à parler avec Victoria de médecine, de musique classique et même des préjugés auxquels il était confronté quotidiennement à l'hôpital. Des conversations qui avaient maintenant tout leur sens si elle était vraiment consciente. Le docteur Wellington s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. « Eh bien, ce ne sont que des spéculations. Le docteur Harrison pourra évaluer la situation de manière appropriée lorsqu'il prendra le relais. » Le docteur Harrison, dit André avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, qui, curieusement, n'a jamais rien publié sur la neurologie et dont la dernière mise à jour sur le coma remonte à 15 ans. Mais je suis sûr qu'il prendra bien soin de Victoria. C'était une critique subtile mais dévastatrice. Tout le monde savait que Harrison était plus connu pour sa diplomatie avec les familles riches que pour ses compétences médicales actuelles. Alors que les Blackwood quittaient la chambre en silence, André s'approcha une dernière fois du lit de Victoria. « Si vous m'entendez, » murmura-t-il trop bas pour que les autres puissent l'entendre, « sachez que je n'abandonnerai jamais un patient à cause de préjugés ou de pression. Mais surtout, sachez que vous êtes beaucoup plus forte qu'il ne le pense. Et quand vous serez prête à revenir, j'espère que vous vous souviendrez que la vraie force ne vient pas de l'argent ou du statut social, mais de la façon dont nous traitons les gens lorsqu'ils ne peuvent pas se défendre. » Ce qu'André ne pouvait pas voir, c'était la larme solitaire qui coulait sur le visage de Victoria, la première réaction physique qu'elle avait pu produire depuis des mois. Pour la première fois de sa vie privilégiée, elle découvrait ce que signifiait être jugée et défendue sur la base de son caractère et non de son nom de famille. Et tandis qu'André rassemblait ses affaires, documentant soigneusement toutes ses observations sur l'affaire avant de la transmettre, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le corps de Victoria. La combinaison de l'indignation face au traitement injuste dont elle avait été témoin et de la détermination, inspirée par les paroles d'André, créait une tempête neurologique qui allait commencer à briser les barrières qui la retenaient prisonnière. Chaque mot de préjugé qu'elle avait entendu, chaque moment de dignité dont André avait fait preuve sous la pression, forgeait en elle une compréhension complètement nouvelle de la justice,
du caractère et de la véritable valeur des personnes. Et cette nouvelle conscience devenait la clé qui allait enfin la libérer de sa prison silencieuse, mais d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Ce que les Blackwood ne savaient pas, c'est qu'André Santos n'était pas seulement un médecin talentueux luttant contre les préjugés, c'était aussi un stratège né qui avait appris très tôt que dans la vie, on ne gagne pas en criant, mais en prouvant. Et la preuve qu'il était en train de constituer allait être dévastatrice. 3 jours après avoir été retiré du dossier de Victoria, André continuait à travailler à l'hôpital comme si de rien n'était. Mais pendant son temps libre, quelque chose de très différent se passait. Dans son petit appartement transformé en centre de commandement improvisé, il organisait méticuleusement chaque élément de preuve qu'il avait recueilli sur l'état neurologique réel de Victoria. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda le docteur James Wilson, neurologue renommé et professeur émérite à Johns Hopkins, en examinant les données qu'André lui avait transmises par vidéoconférence. Wilson n'était plus qu'un mentor. C'était l'homme qui avait vu le potentiel d'un jeune garçon pauvre du Bronx et l'avait aidé à obtenir une bourse d'études complète dans la meilleure université de médecine du pays. « Absolument », répondit André en montrant les graphiques à l'écran. Les mouvements oculaires, les variations de fréquence cardiaque pendant certaines conversations, les micro-réactions pupillaires. Tout indique que Victoria Blackwood est consciente depuis au moins 3 semaines. Peut-être plus. Wilson acquiesça gravement. Et vous avez tout documenté? Chaque détail. Des vidéos, des photos des moniteurs, des notes horodatées. J'ai même des enregistrements de ces différentes réactions lorsque des personnes spécifiques sont entrées dans la chambre. André marqua une pause, son expression se durcissant. Y comprit ses réactions aux conversations discriminatoires à mon sujet. Ce qu'André n'avait pas dit à son mentor, c'était qu'il avait découvert quelque chose d'encore plus troublant. En enquêtant discrètement sur les dossiers médicaux antérieurs de Victoria, il avait trouvé des incohérences alarmantes dans le diagnostic initial. Le docteur Harrison, le médecin qui avait pris sa place, avait ignoré des signes neurologiques évidents et maintenu Victoria sous des médicaments qui pouvaient prolonger artificiellement son état d'inconscience. Pendant ce temps, à l'hôpital, la situation se détériorait rapidement pour Victoria. Le docteur Harrison, fidèle à sa réputation d'incompétence déguisée en diplomatie, avait mis en place un protocole de traitement totalement inadapté. Pire encore, Margaret Blackwood avait commencé à faire pression pour que des procédures plus définitives soient prises afin d'accélérer le rétablissement de sa fille, des procédures qui pouvaient causer des dommages neurologiques permanents. « Docteur Harrison, dit Margaret lors d'une de ses visites quotidiennes, notre patience s'épuise. Victoria est dans cet état depuis des mois. Il est peut-être temps d'envisager des options plus agressives. » Richard, toujours le fils obéissant, acquiesça vigoureusement. « Nous avons accès aux meilleurs spécialistes du monde. Peut-être une chirurgie expérimentale. » Harrison, plus soucieux de satisfaire la famille que du bien-être de sa patiente, commença à envisager sérieusement ces options dangereuses. Eh bien, il existe quelques nouvelles procédures qui pourraient stimuler l'activité cérébrale. Ce qu'aucun d'entre eux ne remarquait, c'est que Victoria, toujours prisonnière de son propre corps mais de plus en plus consciente, entendait chaque mot de cette conversation terrifiante. Pour la première fois, elle commença à comprendre véritablement le contraste entre l'attention sincère dont André avait fait preuve et la négligence dangereuse dont elle était désormais victime. C'est alors qu'André décida qu'il était temps d'agir. Grâce à ses contacts à l'université et à l'influence discrète du docteur Wilson, il commença à préparer quelque chose que les Blackwood ne verraient jamais venir. Il ne s'agirait pas seulement d'une révélation médicale, mais d'une démolition publique et complète de toute la structure de préjugés et d'incompétence qui régnait dans cet hôpital. « James, dit André lors d'une de ses conversations nocturnes avec Wilson, j'ai besoin que vous contactiez le docteur Patricia Reeves de la Commission médicale d'État. Et aussi les producteurs de cette émission d'investigation télévisée sur les fautes professionnelles médicales. » Wilson haussa les sourcils. « Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Les Blackwood ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent détruire ta carrière. » André sourit, pas le sourire gentil qu'il réservait à ses patients, mais quelque chose de plus dangereux. « Professeur, ils peuvent essayer de détruire ma carrière. Mais je vais détruire quelque chose de bien plus important pour eux, leur réputation. Et quand j'aurai fini, ils me supplieront de reprendre Victoria. » Ce qu'André avait découvert au cours de ses investigations était encore plus accablant que l'incompétence médicale. Des documents financiers montraient que la famille Blackwood avait fait pression sur l'hôpital pour maintenir Victoria dans un coma prolongé afin de retarder les questions juridiques liées à l'héritage. Margaret utilisait l'état de sa fille pour garder le contrôle des affaires familiales. Mais le cœur de son plan n'était pas seulement de révéler la corruption, c'était quelque chose de bien plus puissant. André avait trouvé un moyen de communiquer avec Victoria en utilisant des techniques neurologiques avancées qu'il avait apprises à Johns Hopkins.
De petits codes transmis par des pressions sur les mains, des motifs lumineux spécifiques, des méthodes dont les autres médecins ignoraient l'existence. Et Victoria répondait. Au cours de ses visites nocturnes, lorsqu'il parvenait à entrer discrètement dans l'hôpital grâce à des collègues complices, André avait établi une communication basique mais fonctionnelle avec la jeune héritière. Elle était non seulement consciente, mais aussi désespérée de révéler ce que sa propre famille lui faisait subir. « Victoria », murmura André lors d'une de ses visites secrètes, « si tu peux m'entendre, je veux que tu saches que je prépare quelque chose. Votre famille va tenter des procédures dangereuses. Mais je vous promets que je ne laisserai pas cela se produire. » Sa réponse, deux pressions presque imperceptibles sur sa main, confirma ce qu'il savait déjà. Victoria Blackwood, l'héritière gâtée que tout le monde croyait connaître, était prête à se battre aux côtés du médecin que sa famille avait rejeté par préjugé. Le plan était presque prêt. Dans 72 heures, lors de la prochaine réunion médicale de la famille Blackwood avec le docteur Harrison, André allait livrer la révélation la plus dévastatrice que cet hôpital ait jamais connue. Et cette fois, il ne serait pas seul. Il aurait la voix de Victoria elle-même pour corroborer chacun de ses mots. Alors qu'André finalisait les derniers détails de sa stratégie, vérifiant chaque preuve, chaque enregistrement, chaque document qu'il avait recueilli, quelque chose d'extraordinaire se passait dans la chambre 312. Victoria, nourrie par l'indignation et l'espoir qu'André avait semé en elle, rassemblait ses forces pour quelque chose qui allait choquer tout le monde. Car parfois, la meilleure vengeance ne vient pas seulement de celui qui a été lésé, mais de l'alliance inattendue entre deux personnes qui refusent d'accepter que les préjugés et l'incompétence l'emportent sur la vérité et la justice. La réunion était prévue à 9 h du matin le jeudi, dans l'auditorium principal de l'hôpital Mount Sinai. Le docteur Harrison avait convoqué la famille Blackwood pour discuter des procédures agressives sur lesquelles Margaret insistait tant, tandis qu'André Santos attendait à l'extérieur, officiellement sans autorisation d'entrée. Mais ce que les Blackwood ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là, André n'avait plus besoin de la permission de personne. « Messieurs Blackwood », commença Harrison avec son arrogance habituelle, après avoir consulté des spécialistes renommés, « je pense qu'une opération expérimentale visant à stimuler directement le cortex cérébral pourrait accélérer considérablement le rétablissement de Victoria. » Margaret acquiesça vigoureusement. Enfin quelqu'un qui prend des initiatives. Combien de temps allons-nous encore attendre? C'est à ce moment précis que la porte de l'auditorium s'ouvrit et qu'André entra, accompagné de 3 personnes qui firent se glacer le sang de Margaret. Le docteur Patricia Reeves de la Commission médicale d'État, un caméraman de l'émission d'investigation Medicina et M. Foucault, diffusée à la télévision nationale, et le docteur James Wilson, dont le nom était connu dans les cercles médicaux du monde entier. « Excusez-moi de vous interrompre », dit André avec un calme qui contrastait brutalement avec la panique grandissante dans les yeux d'Harrison, « mais je crois que vous êtes sur le point de commettre une erreur qui pourrait coûter la vie à Victoria Blackwood. »« Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» s'écria Richard en se levant brusquement de sa chaise. « Vous avez été retiré de cette affaire. »« Sécurité. » En fait, intervint le docteur Reeves en montrant son badge officiel, le docteur Santos nous a contactés avec des preuves de négligence médicale grave et de possibles fautes professionnelles. J'ai l'autorité légale pour enquêter immédiatement sur cette affaire. Harrison tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. C'est ridicule. Quelle preuve? André sourit, non pas le sourire aimable qu'il réservait à ses patients, mais quelque chose de bien plus dangereux. Je vais commencer par les enregistrements. Ce qui suivit fut une démolition systématique et brutale de tout ce que les Blackwood pensaient contrôler. André avait secrètement enregistré des conversations dans lesquelles Harrison admettait ne pas avoir étudié la neurologie depuis des années. Des documents financiers révélaient des paiements suspects de la famille à l'hôpital. Plus dévastateur encore, des dossiers médicaux prouvaient que Victoria montrait des signes de conscience depuis des semaines, signes que Harrison avait complètement ignorés. Impossible, balbutia Margaret, mais sa voix n'avait plus l'autorité d'autrefois. Victoria est dans le coma depuis des mois. Elle l'était, corrigea André. Et pendant tout ce temps, elle a entendu chaque conversation préjudiciable à mon égard, chaque discussion sur la nécessité de la maintenir dans le coma pour des questions d'héritage, chaque plan dangereux que vous avez élaboré pour accélérer des procédures inutiles. Le coup de grâce vint quand André alluma une tablette, montrant à tous l'image en direct de la chambre 312. Victoria était assise sur son lit, parfaitement consciente, discutant calmement avec une infirmière des événements des derniers mois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Comment, quand elle balbutia Harrison, réalisant que sa carrière venait de prendre fin. Victoria a repris complètement conscience il y a 3 jours, expliqua André. Mais elle a demandé que cela reste secret jusqu'à cette réunion. Elle voulait être présente, d'une certaine manière, lorsque la vérité serait révélée. Le docteur Wilson s'approcha de Harrison avec une expression de mépris professionnel.
30 ans de médecine, Harold, et vous avez voulu pratiquer une craniotomie inutile sur une patiente consciente. Ce n'est pas de la négligence, c'est de l'incompétence criminelle. Margaret tenta un dernier coup désespéré. Vous ne pouvez pas prouver que nous étions au courant. André ouvrit un deuxième dossier et en retira des transcriptions détaillées. Je le peux, en fait. Victoria a méticuleusement documenté chaque conversation qu'elle a entendue pendant sa période de conscience silencieuse, y compris vos discussions sur l'utilisation de son état pour garder le contrôle de l'entreprise familiale. Le caméraman capturait chaque instant de l'horreur grandissante sur les visages des Blackwood. Richard était devenu complètement pâle, tandis que Margaret semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il y a plus, a poursuivi André sans relâche. L'enquête de la commission a révélé un schéma inquiétant de discrimination dans cet hôpital. Des médecins compétents sont écartés de cas lucratifs pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur qualification médicale. Le docteur Reeves a pris la parole, sa voix tranchant l'air comme une lame. Docteur Harrison, vous êtes suspendu avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête approfondie. Madame Blackwood, notre enquête financière sur les paiements versés à l'hôpital va s'intensifier. Quant aux dons pour le service pédiatrique, elle marqua une pause dramatique. Il sera intégralement remboursé jusqu'à ce que les questions éthiques en jeu soient clarifiées. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La voix de Victoria a retenti dans le haut-parleur connecté à la tablette, claire et déterminée. Je voudrais faire une déclaration publique. Tout le monde s'est tourné vers l'écran, où Victoria regardait directement la caméra. Je m'appelle Victoria Blackwood, et pendant 4 mois, j'ai été consciente mais incapable de communiquer. Pendant cette période, j'ai été témoin de ce qu'est vraiment le corps médical lorsque personne ne regarde. Le docteur André Santos m'a traité avec plus de dignité, de compétence et de compassion que n'importe quel autre professionnel de cet hôpital. Il m'a sauvé la vie non seulement sur le plan médical, mais aussi en préservant mon humanité alors que les autres ne voyaient en moi qu'un problème à résoudre. Margaret a tenté de l'interrompre, mais Victoria a continué. Ma famille et le docteur Harrison ont failli me faire subir une opération inutile et dangereuse parce que leur arrogance les a empêchés de reconnaître les signes évidents de guérison. Le docteur Santos a été le seul à voir ces signes parce qu'il se souciait suffisamment de moi pour les chercher. Harrison était maintenant visiblement désespéré. Victoria, vous ne comprenez pas les complexités médicales. Je comprends parfaitement, l'interrompit Victoria. Je comprends que vous ayez fait passer la politique et les préjugés avant le bien-être médical. Et je comprends que sans le courage du docteur Santos pour défier cette culture toxique, je serais peut-être morte aujourd'hui. Le coup de grâce fut porté lorsque le docteur Reeves annonça, à la suite de cette enquête, le docteur André Santos sera promu chef du département de neurologie avec effet immédiat. Ses recherches sur les états de conscience altérés seront entièrement financées par l'université. Margaret et Richard quittèrent l'auditorium en silence, leur réputation en ruine, faisant face à des enquêtes financières et à la perspective de poursuites judiciaires. Harrison fut escorté par la sécurité, son permis d'exercer suspendu indéfiniment. Alors que les caméras immortalisaient les derniers instants de la réunion, André s'autorisa enfin un moment de satisfaction sincère. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la justice. Pure, simple et d'une efficacité redoutable. Mais le véritable rebondissement était encore à venir. Car, comme André allait bientôt le découvrir, Victoria Blackwood n'était pas seulement une patiente qu'il avait sauvée. Elle était sur le point de devenir l'alliée la plus puissante qu'il aurait pu imaginer, avec des plans qui allaient complètement transformer le système médical qui leur avait ennui. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les transformer en architectes de leur propre insignifiance pendant que l'on reconstruit le monde autour d'eux d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. 6 mois plus tard, l'hôpital Mount Sinai était méconnaissable. Le nouveau chef du service de neurologie avait mis en place des protocoles révolutionnaires basés sur ses recherches sur les états de conscience altérés, sauvant ainsi des dizaines de vies qui auraient auparavant été considérées comme perdues. Le docteur André Santos n'était plus seulement un médecin compétent en quête de reconnaissance, il était devenu une référence internationale dans son domaine. Docteur Santos, dit la jeune interne pendant la tournée matinale, nous avons 5 nouveaux cas de coma que d'autres hôpitaux nous ont transférés. Ils veulent tous le protocole Santos. André sourit en observant son équipe diversifiée de médecins talentueux issus de tous horizons, sélectionnés uniquement pour leurs compétences. Le service autrefois dominé par le népotisme et les préjugés était désormais le plus respecté de la côte. Victoria était devenue plus qu'une patiente qu'il avait sauvée. Elle était sa partenaire au sein de la fondation Santos Blackwood pour la justice médicale, une organisation qui enquêtait sur les cas de discrimination dans les hôpitaux et finançait la formation médicale d'étudiants issus de communautés défavorisées.
Leur première victoire juridique avait abouti à l'octroi de 8 millions de dollars de dommages et intérêts à un médecin hispanique injustement licencié, une somme qui provenait directement des bénéfices de l'hôpital qui avait permis cette discrimination. André, dit Victoria en entrant dans son nouveau bureau avec vue sur Central Park, nous venons d'avoir la confirmation. Harvard veut que vous dirigiez le nouveau centre de recherche neurologique. Financement de 50 millions de dollars. L'ironie était délicieuse. La même élite médicale qui avait remis en question ses qualifications se disputait maintenant son expertise comme s'il s'agissait du saint Graal de la neurologie moderne. Pendant ce temps, le docteur Harrison avait définitivement perdu sa licence médicale après qu'une enquête eut révélé d'autres cas de négligence dissimulée au fil des ans. Sa tentative désespérée de trouver un emploi dans une clinique rurale a été rejetée lorsque son nom est apparu associé au scandale sur Google. À 55 ans, il travaillait comme vendeur de matériel médical, un poste qui l'obligeait à se rendre dans des hôpitaux où il était autrefois traité comme un roi, mais où il était désormais ignoré par des médecins qui connaissaient son histoire. Margaret Blackwood était confrontée à une réalité encore plus brutale. L'enquête financière avait révélé des années de fraude fiscale et de corruption, entraînant des amendes qui avaient englouti 40% de la fortune familiale. Richard avait déménagé à l'étranger pour échapper aux poursuites judiciaires, tandis que Margaret vivait recluse dans son manoir, évitant les événements sociaux où elle brillait autrefois. Le nom Blackwood, qui symbolisait depuis des générations le pouvoir et le prestige, était désormais synonyme de corruption et de préjugés. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Victoria alors qu'ils examinaient les rapports trimestriels de la Fondation. « Ce n'est pas seulement la justice, c'est la transformation complète du système. » André acquiesça, se souvenant de l'époque où il devait prouver sa compétence à chaque patient, à chaque intervention, à chaque conversation. Aujourd'hui, de jeunes médecins issus de minorités cherchaient à intégrer l'hôpital Mount Sinai précisément parce qu'ils savaient que là-bas, le talent était la seule monnaie qui comptait. La salle de réunion de l'hôpital, où il avait été humilié publiquement quelques mois auparavant, abritait désormais le programme de mentorat Santos, où des médecins chevronnés de toutes origines formaient la prochaine génération de professionnels. La plaque sur le mur disait simplement « La compétence n'a ni couleur, ni genre, ni nom ». Le docteur James Wilson, désormais consultant officiel de la Fondation, disait souvent qu'il n'avait jamais vu une institution se transformer aussi radicalement. André n'a pas seulement vaincu les préjugés, disait-il lors de conférences à travers le pays, il a prouvé que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de plus grand que ce que vos oppresseurs pourraient jamais détruire. Le moment le plus gratifiant est arrivé lorsqu'André a été invité à prononcer le discours d'ouverture du Congrès national de neurologie, le même événement où Harrison était autrefois traité comme une célébrité. Dans l'auditoire, des médecins qui l'ignoraient auparavant prenaient maintenant frénétiquement des notes sur chaque mot, tandis que les journalistes se disputaient des interviews exclusives avec le médecin qui a révolutionné la neurologie américaine. La véritable force, a déclaré André lors de sa conférence, ne vient pas de la destruction de ceux qui nous font du mal, mais de la construction de ponts là où d'autres ne voient que des gouffres. Chaque obstacle que j'ai rencontré m'a appris que notre plus grande vengeance contre les préjugés est de devenir indéniablement excellent dans ce que nous faisons. Victoria, qui assistait au premier rang, savait qu'elle avait été témoin de quelque chose de rare. La transformation complète de l'injustice en objectif, de l'humiliation en grandeur. André n'avait pas seulement prouvé qu'il avait raison, il avait réécrit les règles du jeu. Aujourd'hui, lorsque de jeunes médecins sont victimes de discrimination, ils n'abandonnent pas. Ils se demandent « Que ferait le docteur Santos ?» Et la réponse est toujours la même. Travaillez plus, étudiez plus, soyez si bon qu'il soit impossible de vous ignorer. Car la meilleure vengeance n'est pas de rendre le mal qui vous a été fait, c'est d'atteindre un succès si retentissant que vos ennemis passent leur vie à se demander comment ils ont pu sous-estimer à ce point votre véritable grandeur. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que parfois, ce qui semble être notre plus grande défaite est en réalité le premier pas vers notre plus grande victoire. Car au final, celui qui rit le dernier rit le mieux. Surtout lorsque ce rire résonne dans les couloirs des hôpitaux qui sauvent désormais des vies grâce au courage d'un homme qui a refusé de laisser les préjugés déterminer son destin.